faire une donation à ses enfants de son portefeuille d'actions, un monsieur qui vient d'arriver à la retraite et qui a envie de se renforcer, ou un étudiant qui vient de gagner un concours qu'on a organisé avec son école de commerce et qui vient assister à notre assemblée générale et qui veut acheter 10 actions. Merci. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour aborder le dernier point fort de cette conférence avant les questions-réponses de nos intervenants. Comment investir maintenant de manière concrète? Comment investir et suivre ces investissements? Alors, plusieurs outils, peut-être Aldo Sicurani pourra peut-être les évoquer de manière brève, notamment le PEA, j'entends, qui est quand même un dispositif très populaire et qui permet d'avoir un petit bouclier par rapport à cette fiscalité très lourde. Le PEA, le gros avantage du PEA, c'est que vous êtes en franchise fiscale, pas complètement, puisqu'il y a des prélèvements sociaux qui sont quand même de 15,5%, mais bon, j'apprendrai rien à personne dans cette salle. Je pense que 150 000 € plus 75 000 € pour le PEA-PME, c'est appréciable. x2 quand on est un couple. Je rappelle qu'il ne suffit pas d'être majeur pour pouvoir avoir un PEA, il faut être un majeur complet, c'est-à-dire être aussi un contribuable. Donc, tant qu'on est rattaché au foyer de ses parents, on ne peut pas ouvrir le PEA. Et il faut être résident fiscal français, quoique maintenant c'est une nuance importante, vu l'évolution de la jeunesse en France. Quand on a ouvert un PEA et qu'on part à l'étranger, on peut le garder. Maintenant, le PEA a des contraintes quand même. On vit dans un monde de plus en plus globalisé, enfin pour l'instant encore. Et vous ne pouvez investir que sur des valeurs européennes, pour faire simple. Et vous ne pouvez investir qu'au comptant. C'est pas toujours une façon appréciée par les actionnaires quand ils commencent à avoir une sophistication. Et vous ne pouvez pas investir sur des valeurs, donc par définition, type valeurs américaines ou asiatiques, qui peuvent être intéressantes. Alors vous pouvez, par des moyens détournés, en utilisant les ETF, les trackers, avec de savants jeux de swap, des trackers synthétiques, il y a encore, quoique l'AMF a fait le ménage, ou Bercy surtout, il y a encore un certain nombre de trackers qui sont éligibles au PEA, mais dont les supports les sous-jacents sont des valeurs technologiques américaines ou des valeurs asiatiques. Mais c'est quand même relativement rare. Alors, peut-être Firas, votre avis concernant deux questions qu'on nous pose souvent. À partir de combien on peut se lancer en bourse pour son premier investissement? Je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée du capital à avoir. Et la durée qu'il faut détenir pour essayer au moins de faire un gain ou de limiter les pertes. Je pense que pour le montant, moi j'encourage mes étudiants déjà à commencer à avoir un petit portefeuille. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les frais de gestion et donc les entrées-sorties, ça coûte de l'argent. Donc un petit portefeuille, on peut commencer je pense à entre 3 et 5 000 €, je parle de mes étudiants, pour comprendre un peu ce que c'est que la bourse. Et moi je propose toujours d'investir sur des entreprises du CAC 40 et sur un horizon de 3 ans à peu près. Donc en respectant bien sûr surtout la notion de gestion de portefeuille, c'est-à-dire une diversification, éviter de détenir un seul titre dans le portefeuille, mais essayer d'avoir 2-3 titres bien diversifiés. Quand on parle de bien diversifiés, ça veut dire qu'ils ne soient pas corrélés. Si l'un des 3 titres, exemple, baisse rapidement, au moins les 2 autres titres restent à leur valeur actuelle, ne subissent pas les mêmes contraintes macroéconomiques ou politiques, etc. Je pense, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à nos étudiants aujourd'hui, à peu près. Une fois qu'on a donc commencé à acheter ces premières valeurs, ces premières positions, maintenant la question est de les suivre et de se perfectionner aussi pour essayer de monter en compétences en tant qu'investisseur boursier. Peut-être Valérie Bouas, vous qui dirigez le service relations actionnaires de L'Oréal, est-ce que vous pouvez déjà concrètement nous dire à quoi sert un service relations actionnaires? Parce que les investisseurs, des fois, ne connaissent pas forcément le périmètre d'action. Vous ne pouvez pas donner, par exemple, de conseils sur l'évolution du titre futur. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur le rôle d'un service actionnaire? Oui, alors le service relations actionnaires, c'est d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir s'il existe ou pas.
Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui sont d'excellentes, évidemment d'excellentes entreprises, mais aussi des entreprises qui sont très performantes sur le plan boursier, mais qui ne recherchent pas les actionnaires individuels. Celles-là ne disposent pas d'un service relation actionnaire. Quand une entreprise dispose d'un service relation actionnaire, c'est déjà, je dirais que ça envoie déjà un signal d'intérêt pour la population des actionnaires individuels. Donc c'est quelque chose que vous pouvez déjà vous noter en tant qu'investisseur. Après, nous, notre principal rôle, et ça je le dis vraiment, c'est un rôle qu'on joue de façon transverse pour tous les types d'investisseurs, c'est-à-dire pour les petits qui ont quelques titres, même pas, des fois même pas une dizaine, hein, qui ont 5 titres en portefeuille, ou pour les très gros family office qui peuvent avoir quelquefois des millions d'euros en direct, hein, en action, leur ligne d'action peut avoir une valorisation équivalente à plusieurs millions d'euros, nous on en a. Ce qu'apprécient uniformément tous ces publics, du tout petit au très gros, en tant qu'investisseur individuel, c'est d'avoir un nom, un numéro de téléphone et un email. C'est-à-dire que nous, en tant que service relation actionnaire, notre premier rôle, c'est de répondre aux personnes, c'est-à-dire de leur donner. Quelquefois, on ne sait pas répondre, on n'a pas la réponse. Hein. Exemple, est-ce que vous allez diviser le nominal? Est-ce que vous allez vous mettre à distribuer des actions gratuites? Voilà. Quelquefois, on a aussi des questions qui sont en rapport avec l'activité de la société. La caractéristique du service relation actionnaire, c'est que vous devez être capable d'appréhender très vite des préoccupations qui peuvent être très différentes. Alors, effectivement, on n'est pas en mesure de donner des conseils sur le plan patrimonial, c'est-à-dire si une personne veut dire mais comment je peux faire pour gagner de l'argent, est-ce que vous pensez que l'action va monter, l'action va baisser? On ne peut pas répondre à cette question, bien évidemment, d'ailleurs personne ne peut répondre à cette question. En revanche, souvent on est obligé de sortir un peu de notre rôle, c'est-à-dire d'essayer de faire un effort de compréhension. Souvent, moi quand je recrute, je cherche des gens qui ont une qualité, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre personne, parce que, bien évidemment, moi je suis là pour donner des informations sur L'Oréal, mais quelquefois je suis obligée de sortir de mon rôle. Par exemple, on a une politique chez L'Oréal qui vise à favoriser la fidélité. Donc pour favoriser la fidélité, on met en place un programme de promotion du nominatif, c'est-à-dire qu'on récompense les actionnaires qui détiennent leurs actions nominatives depuis 2 ans ou plus en leur donnant une prime de fidélité. Pour passer au nominatif, il faut faire un certain nombre de démarches. Quand vous êtes dans une banque, c'est pas évident. Quand vous êtes, le banquier ne va jamais vous aider ça c'est la définition du banquier, il ne vous aide pas, à gérer votre argent, à agir au mieux de vos intérêts. Donc nous on est obligé de sortir un peu de notre rôle, c'est-à-dire à analyser la situation de la personne, est-ce qu'elle a un PEA, auquel cas on va lui conseiller de rester dans son PEA et d'inscrire simplement ses titres nominatifs administrés, qui est un régime spécial autorisé par la loi française, qui permet en fait de cumuler les avantages de la détention d'actions dans une banque tout en ayant les avantages du nominatif, c'est-à-dire tout en étant connu nominativement de l'émetteur. En revanche, si on a une personne qui a un très gros portefeuille et qui a largement dépassé le plafond du PEA et qui souhaite avoir d'entrée un service personnalisé et une ligne nominative, on va lui conseiller d'acheter directement ces titres nominatifs. Donc là, je sors de mon rôle. Je ne suis pas censée donner des conseils, mais bien évidemment, je me mets à la place de la personne et je sors de mon rôle. Je crois que vraiment le service relation actionnaire, il faut le voir comme un point d'entrée. Quelquefois, on ne va pas être capable de répondre aux questions, mais souvent, le plus souvent, on va être capable d'orienter nos actionnaires, soit vers le bon interlocuteur au sein de notre organisation, soit vers les interlocuteurs de bon sens. Moi, ça m'arrive souvent d'envoyer des actionnaires vers Aldo ou vers l'Association française des family office quand ils cherchent un gestionnaire plus important. Voilà. Je les renvoie même quelquefois vers le site de certaines écoles de commerce pour se renseigner sur la finance. Donc voilà, on est un point d'entrée, c'est modeste, mais souvent, ça aide énormément les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant. Merci. Alors, une dernière question avant d'aborder les questions du public. On va fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux, sur Internet,
des vidéos qui nous promettent moins et merveilles. Alors souvent on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous demandant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Peut-être Benjamin Mauger, ton avis sur cette question? Alors pour revenir à ce que disait Valérie, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un pays avec un fort taux d'épargne et qui ne fait pas n'importe quoi de son argent, qui n'achète pas n'importe quoi à crédit. Malheureusement, cette épargne, elle est très très mal rémunérée quand on regarde les livrets A, les taux, qui sont très très bas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on est tous en train de se plaindre sur les politiques qui ne font pas les choses pour rémunérer notre retraite. C'est que c'est à nous, en fait, d'être acteurs maintenant de cette retraite, comme aux États-Unis, où on va choisir nous-mêmes nos actions, nos différents produits financiers qu'on veut prendre. Maintenant, depuis 2005, on a une ouverture des acteurs des marchés financiers, donc des courtiers en ligne, qui peuvent vous proposer une multitude de produits. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver, de voir là où sont les gens de confiance et là où sont les arnaques. La première chose que je vous invite à regarder, c'est la liste noire de l'AMF, que vous pouvez trouver simplement sur Google et qui mettra tous les courtiers qui ne sont pas sérieux. Vous pouvez la voir très simplement, j'ai cherché sur Google juste avant, elle est très facile à trouver. Si après ça c'est trop compliqué pour vous, vous devez rester sur les courtiers qui ont pignon sur rue, qui ont des bureaux à Paris. Comme ça, le jour où il y a un problème, vous pouvez aller les voir directement. Moi, tous mes comptes que j'ai en bourse, ils sont tous en France, tous à Paris, parce que le jour où il y a un souci, je vais toquer à leur porte et je vais leur dire pourquoi ça marche pas bien, qu'est-ce qui va pas. Tous les problèmes, ils vont être pouvoir régler plus simplement que si on est chez un broker qui est à Chypre ou à Malte, là où on voit toutes les arnaques sur Internet et qu'on retrouve après à la télé. Si j'ai répondu. Très bien, maintenant ça va être à vous de poser les questions à nos intervenants. Vous avez des hôtesses normalement qui doivent venir. Voilà, donc vous levez la main, on va vous donner un micro et puis nos intervenants vont faire un plaisir de répondre à vos questions. Monsieur, madame, j'ai l'impression que dans ce que vous nous avez expliqué, beaucoup se recoupent avec les conseils de Warren Buffett. On vous souhaite le même destin en bourse. Juste une petite remarque sur Warren Buffett. Lui, c'est quelque chose d'important qu'on essaie de faire faire à nos étudiants, c'est de se limiter, ce qu'a dit Valérie, à une stratégie, de ne pas changer malgré les évolutions du marché financier. Pendant la bulle Internet 97-2000, Warren Buffett a refusé de participer donc, ou investir dans les nouvelles technologies. Pourtant, tout le monde investissait à l'époque, on avait des rentabilités trop élevées. Donc lui, il a gardé une moyenne, je crois, de 6% à l'époque. Et quand la bulle a éclaté, il n'a pas été du tout impacté par la crise parce qu'il s'est tenu à sa politique, c'est d'investir dans une grosse société comme BIC ou L'Oréal, etc. Et de participer à ces sociétés. En fait, investir en bourse, entre autres aussi, c'est de participer à l'essor des sociétés françaises. En fait, surtout, investir en France, je pense que c'est mieux pour nous Français. Pour ne pas se plaindre demain s'il y a moins de marché de travail, etc. en France, il faut encourager ces sociétés en leur donnant notre argent, en leur faisant confiance. C'est ce que fait un peu Warren Buffett lui avec le prix mondial. Merci. Une question, je vois, madame. Vous avez un micro derrière vous. Oui, merci. Bonjour, madame et messieurs. Vous disiez, monsieur Sicurani, tout à l'heure, que vous aviez perdu des investisseurs individuels en raison notamment de conjoncture économique. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en France, l'actionnaire individuel essaye de prendre sa place, mais qu'on ne la lui donne pas, notamment par une fiscalité très lourde. Madame Boaz disait tout à l'heure, L'Oréal, 200 000 actionnaires, c'est rien. Enfin, surtout quand vous dites qu'il y a des groupements, des sociétés familiales, je suppose patrimoniales, qui en détiennent déjà à elles seules plusieurs millions. Ça veut dire qu'il y a des petits actionnaires comme ça, à droite, à gauche. Mais autant aux États-Unis, il y a une culture de l'actionnaire individuel. En France, j'ai pas l'impression que cette place a été créée. Et est-ce que vous pensez que ça peut changer? Ah, ça peut changer, oui, bien sûr. Oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ah. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des périodes dans l'histoire de France où il y a eu une forte participation des actionnaires individuels au financement des entreprises.
Il se trouve que la baisse de l'actionnariat, c'est pas une spécificité française, c'est une spécificité mondiale. Il faut regarder le marché américain. Il y a 50 ou 60 ans, les actionnaires américains détenaient 50 ou 60% du capital des entreprises américaines. Aujourd'hui, on est à 11 ou 12%. En direct, je parle en direct, hein, en titre vif. Aujourd'hui, on est un petit peu plus. Au Royaume-Uni, pareil, 11 ou 12%. C'est un phénomène, si on prend l'Union européenne, dans les années 70, 40% du capital des entreprises européennes était détenu par les particuliers et 5% par des fonds étrangers. J'appelle étrangers des fonds non européens. Aujourd'hui, on est tombé à un peu plus de 10% et les fonds non européens détiennent près de 40% du capital des entreprises européennes. Bon. Alors, il y a en France en particulier, en sus de cela, des phénomènes culturels, une fiscalité qui a été terrible depuis 2002, avec le triplement de CSG, CRDS, l'instauration, la fin de l'apport fiscal, la fin du seuil de cession, tout ça on ne doit pas d'ailleurs, on doit à gauche, on doit à droite, donc on va voir ce que... Ils ont l'air très libéraux pour 2017, donc on va voir s'ils vont nous rendre une partie de notre argent. Mais c'est vrai que la fiscalité a deux effets. Elle décourage les gens d'investir en bourse, et ceux qui sont investis, elle devient une variable de gestion de portefeuille qui est déraisonnable. Les gens souvent ne vendent pas parce qu'ils ont une promesse d'abattement pour des tensions longues, alors que, même s'il faut garder les titres longs quand ce sont des titres de qualité, mais parfois, moi je me souviens quand j'étais journaliste à la Vie française,